qu'est-ce qu'on fera pour un rattrapage vaccinal éventuel? Après, on doit également mentionner si cet enfant est scolarisé, comment, en quelle année il est scolarisé, et surtout, comment est son rendement scolaire. Est-ce que c'est un enfant qui est plutôt bien à l'école? Encore, il a un rendement qui est moyen ou encore faible, auquel cas il faudra se poser des questions. Pourquoi cet enfant a du mal, a des soucis dans l'apprentissage scolaire? Et bien entendu, une fois qu'on a complété ça, on va aller aussi chercher si cet enfant a une pathologie quelconque, auquel cas il faudra la mentionner. Un enfant qui a un asthme, il faudra qu'on le sache. Un enfant qui a une allergie quelconque, il faudra qu'on le sache. Un enfant qui a une maladie chronique ou un tel traitement, par exemple, celui pour une épilepsie, il faudra qu'on sache quel est son statut, est-ce que son épilepsie est bien contrôlée et quelle thérapeutique prend. Et ça, on devrait le savoir parce que même le médecin de santé scolaire, il devra par la suite expliquer aux enseignants, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent, comment ils doivent se comporter avec ces enfants-là. Alors, sans plus tarder, une fois qu'on a fait le point sur l'anamnèse, on va dire, pas sur l'anamnèse, donc on a parlé des antécédents, on doit savoir si cet enfant est venu chez vous parce qu'il y a un motif quelconque, auquel cas, il faut le préciser. Est-ce qu'il est venu voir parce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il est venu voir parce qu'il est en train de vomir? Est-ce qu'il est venu voir parce qu'il a mal aux yeux ou il a mal à la tête? Ou encore, c'est juste une visite régulière d'un enfant que vous allez faire une visite systématique. Donc ça vous met, c'est-à-dire en fonction du motif, soit vous allez être, c'est-à-dire orienté par exemple, s'il vient parce qu'il a une douleur abdominale, donc vous allez être orienté, vous allez donc un petit peu bien vérifier ce qui se passe sur le plan digestif. Si c'est une visite systématique, à ce moment-là, vous devez faire votre examen clinique de manière systématique, de la tête aux pieds, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, ça ne passe pas. Alors, pour commencer, l'examen clinique, l'enfant, c'est toujours de la naissance jusqu'à ce qu'il soit plus grand. Nous, en pédiatrie, ça se passe toujours de la même manière. L'enfant, c'est céphalopodal. Donc, on l'examine de la tête aux pieds en passant par les différents chapitres d'organes. Mais ce qu'il faut faire en début de toute consultation, c'est de prendre les mensurations. C'est une étape essentielle. Je prends le poids, je prends la taille, je mesure le périmètre crânien, si c'est le cas, si on peut, et on calcule l'IMC. Et une fois qu'on a fait ça, on est obligé de mettre ça sur les courbes de croissance. Et elle vous l'a si bien dit que dans le nouveau carnet de santé, ce sont carrément les courbes de l'OMS qui sont dessus. Donc, je vais mentionner la mensuration que j'ai prise, le poids que j'ai pris au jour d'aujourd'hui, la taille que j'ai prise au jour d'aujourd'hui, je la mets sur la courbe de croissance. Pourquoi? Parce que je vais avoir une visibilité, je vais voir si ce poids et cette taille sont sur le bon couloir de l'enfant, ça veut dire que l'enfant se développe comme je veux, ou encore je vais dépister quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas sur ses courbes, il sort de ses courbes. Soit nous sommes dans l'excès, soit nous sommes dans les déficits. Déjà, à cette étape, vous pouvez faire une très très bonne analyse de la croissance de votre enfant sans que je ne rentre dans le détail parce qu'il y a le professeur Kara qui va vous détailler la croissance de l'enfant. Ensuite, je vais faire d'autres prises de constante vitale. Je prends la température, je calcule la fréquence cardiaque, je calcule la fréquence respiratoire, je prends la tension artérielle et je mentionne tout ça. Et je veux parler de tout ça par la suite au fur et à mesure que je ferai mon exposé. Alors, les téguments, la peau et les muqueuses. Est-ce que cet enfant a une coloration vive, une cyanose, un ictère, des signes de déshydratation, par exemple, chercher un syndrome hémorragique, des pétéchies, des échymoses, auquel cas il faudra mentionner cela. Encore, il a une coloration normale des téguments et des muqueuses, et c'est ce qu'on souhaite le plus souvent. Ensuite, on passe à
On passe donc à l'examen de la tête et du cou parce qu'on commence par la tête et par le cou, ensuite on descend. Alors, l'examen de la tête et du cou, on va regarder ce qui se passe, comment est son visage, comment est sa tête. Est-ce qu'on constate une dysmorphie, par exemple, un front qui est bombant, par exemple, un souci au niveau des yeux, un strabisme, par exemple, un hypertélorisme, un épicontus, qui sont des anomalies des yeux, auquel cas il faudra peut-être faire une lettre d'orientation à un ophtalmo pour voir s'il y a quelque chose à faire. On doit regarder, par exemple, s'il y a d'autres anomalies, par exemple, on demande d'ouvrir la bouche, on regarde l'état des dents. On peut à ce moment-là déjà faire un examen de l'oropharynx et du pharynx, mais comme on sait que l'examen avec la baisse-langue, c'est un moment qui est assez pas trop aimé des enfants, et nous, en pédiatrie, on préfère laisser l'examen de l'oropharynx et du pharynx en fin d'examen pour justement, c'est-à-dire c'est la dernière chose qu'on fait, on regarde avec la baisse-langue qui est un temps que les enfants n'aiment pas. Une fois si on a vu qu'il n'y avait rien au niveau du visage, de la tête, donc il n'y a rien qui nous inquiète, on va aller vers le cou et on regarde, on voit la mobilité du cou, si elle est correcte, on voit s'il y a une masse au niveau cervical qu'on doit absolument, on va dire, décrire. S'il y a une masse, vous disiez, où est-ce qu'elle se situe, quel diamètre cette masse a-t-elle, est-ce qu'elle y a des signes inflammatoires en son regard, est-ce qu'elle est mobile par rapport au plan de la peau. Et puis, on doit absolument également regarder les adénopathies, voir les aires ganglionnaires du cou. On va aller chercher au niveau donc, des ganglions jugulaires au niveau occipital, si l'enfant a des ganglions ou encore des adénopathies, c'est-à-dire des ganglions qui ont un diamètre qui excède le 1 cm. Mais je ne vais pas détailler cela parce que ça va être détaillé par le professeur Moussaoui, donc l'OR. Alors, on regarde également rapidement si l'enfant a une goitre, on va aller avec celui, auquel cas, s'il n'y a rien, on avance dans notre examen clinique. Alors, la prochaine étape, c'est d'aller vers le thorax. Le thorax, il y a deux appareils qui sont importants dans le thorax. Vous avez le poumon et vous avez le cœur. Donc, on doit examiner l'appareil cardiovasculaire et l'appareil pleuro. Alors, vous savez pertinemment que l'examen passe par des 4 étapes essentielles. Si je commence par le pouvoir regarder à l'inspection l'état du thorax, donc c'est chez un enfant qui est bien entendu à l'aise, il est déshabillé, il est bien à l'aise, dans une chambre qui est bien à l'aise, il ne faut pas qu'il ait froid, il ne faut pas qu'il ait chaud, il faut qu'il soit vraiment à l'aise, il faut qu'il y ait un climat de confiance entre vous deux, comme ça il se laisse faire. C'est très très important. Donc je commence par regarder. Est-ce que l'enfant a des signes de détresse respiratoire, auquel cas je lui précise un battement du nez, un tirage sous-sternal, un tirage thoracique. Je dois également préciser chez cet enfant s'il y a une cyanose, auquel cas je dois m'inquiéter. Je dois regarder si sur le plan de son thorax, il y a des cicatrices, c'est quelque chose qui vous gêne. Et puis, je dois calculer la fréquence respiratoire. Alors, la fréquence respiratoire, ce sont 8 mouvements respiratoires par minute. On ne le fait pas sur 15 secondes, mais sur 1 minute, parce que l'enfant, ce n'est pas l'adulte. Il faut absolument faire sur 1 minute, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une véritable crise de la fréquence respiratoire, parce que des fois, le rythme n'est pas si régulier, c'est ça comme sur un adulte, et donc il est impératif de calculer la fréquence respiratoire sur 1 minute. Une fois que vous avez fait ça, c'est très bien. On passe à la prochaine étape qui est la palpation, chercher les vibrations vocales. Alors, vous allez demander à l'enfant de tirer en arabe ou 44 en français pour voir comment se transmettent les vibrations vocales. C'est un temps qui est important. On doit toujours faire ça de manière symétrique, c'est-à-dire que je place mes mains sur le thorax de façon symétrique pour voir si les vibrations vocales sont transmises de la même manière des deux côtés, ou encore, il y a un côté qui est mieux que l'autre, ça c'est mieux transmis que l'autre, ou au contraire, il y a un côté qui s'est transmis plus fort que l'autre côté. Une fois que j'ai fini, je passe à la percussion, donc je place mes doigts entre les poches, je conseille de faire, et je percute pour voir s'il y a un tympanisme ou encore des signes de matité, donc une diminution, des signes de matité.
Et la dernière étape consiste à placer votre stéthoscope et écouter comment est le murmure musculaire. Est-ce qu'il est transmis de la même manière de côté ou encore il est augmenté ou il est diminué d'un côté? Ça signifie un problème. Et je cherche à ce moment-là, je cherche les râles sibilants et je cherche les râles crépitants, encore les râles sous-crépitants. Et je passe. Une fois que j'ai terminé avec tout pour monter, est-ce que l'enfant a une dyspnée? Est-ce que l'enfant est sténose? Est-ce que l'enfant a des signes de détresse? Est-ce que l'enfant a un reflux hépatogénitaire? Je constate. Si ce n'est pas le cas, je passe à la deuxième étape, qui est la je place ma main sur la région précordiale et je vois s'il y a un frémissement. Je place mon pouce au niveau de la région tricuspidienne pour chercher les battements d'un ventricule droit augmenté. Ensuite, je place mon stéthoscope et je cherche les différents foyers pour écouter la fréquence cardiaque et calculer mon rythme cardiaque. Deuxièmement, j'entends le bruit du cœur, le V1, je vois comment ils sont et je cherche s'il y a un souffle, auquel cas je dois préciser son siège, je dois préciser ses irradiations et son intensité, sachant que chez l'enfant, 2/3 de ce qu'on entend comme souffle, ce sont des souffles fonctionnels anorganiques qui ne signifient pas grand-chose. Et au moindre doute, on envoie l'enfant chez un spécialiste pour faire mieux le plan. Une fois qu'on a fini avec le thorax, on descend plus bas, on va à l'abdomen et c'est l'examen du tube digestif. Alors, le tube digestif, c'est, comme toujours, en pédiatrie, on regarde d'abord. Donc, on regarde, on place l'enfant à l'aise, donc en décuplus dorsal, je le mets à l'aise, je lui demande de fléchir un petit peu ses jambes et je commence à regarder comment est l'état de son abdomen. Est-ce qu'il y a un abdomen qui est distendu? Est-ce qu'il y a une circulation veineuse collatérale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète? D'intervention, auquel cas je pose la question, quel type d'intervention l'enfant a-t-il fait, par exemple, une appendicectomie, ou bien une intervention lunaire ou autre. Donc, il faudra qu'on sache ce que cet enfant a fait. Une fois que j'ai fini, je passe à la seconde étape dans les différents foyers de l'abdomen, en passant par le foyer pédiatrique, l'hypofondre droit, l'hypofondre gauche, le flanc droit, le flanc gauche, la fossile droite, la fossile gauche, et puis la région périombiliale. Et bien entendu, dans le but de quoi faire, de chercher une anomalie. Quelles sont les anomalies? On cherche une viscéromégalie, c'est-à-dire un organe qui est augmenté de taille. Par exemple, je cherche une hépatomégalie, je cherche une masse, des abdominopathies qui sont proéminentes, et je dois préciser les caractéristiques de tout cela. Une fois que j'ai fini donc avec le tube digestif, je passe à l'examen lymphoganglionnaire. Alors, l'examen lymphoganglionnaire, on avait déjà parlé des ganglions de la région cervicale qui sont loin de voir les ganglions qu'on cherche le mieux et on cherche le plus facilement, mais il y a aussi d'autres aires ganglionnaires qu'on ne voit pas, mais connaître fort. Ce sont les aires axillaires et les aires inguinaux. On doit également palper, chercher si vous avez des petits ganglions à 1 cm, ça ne va pas trop nous inquiéter. Mais si on a un ganglion qui est augmenté de taille, qui excède de 1 cm, voire de 2 cm, là, on doit s'inquiéter, surtout si ces ganglions évoluent depuis plus de 3 semaines. Là, on se doit de faire une exploration dans ce sens. Pareil, la rate, on doit l'examiner, on doit bien l'examiner, on doit la stader si elle existe. Si elle n'existe pas, c'est très bien, mais si elle existe, on doit la stader. Est-ce que je suis sur une spénomégalie de type 1, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas sous l'épaule, ou encore elle descend un peu, mais elle n'a pas beaucoup sur la salle. Elle arrive jusqu'à la fossile. Je suis sur une spénomégalie de type 4. Une fois que j'ai terminé avec l'examen lymphoganglionique, je passe à un autre examen qui est l'examen ostéo-articulaire.
En premier, donc je place mon enfant en position debout, les mains jointes, et je me mets derrière lui pour regarder un petit peu son dos, pour voir s'il n'y a pas une anomalie du dos, une scoliose que je dois préciser, une gibbosité que je dois préciser, et je vais aller, donc ça c'est très important. Une fois que j'ai fini avec le dos, je passe à une autre étape, c'est l'examen des articulations. Donc toutes les articulations doivent être mobilisées et examinées pour chercher l'existence d'un souci sur une articulation, des arthralgies, une arthrite, quelque chose, il faut absolument examiner toutes les articulations. Une fois qu'on a fini, on demandera à cet enfant de faire quelques pas dans la salle pour regarder sa démarche. Si elle est bien, si elle n'est pas bien, s'il y a un problème, on doit le constater à ce moment-là. Une fois qu'on a terminé avec l'examen ostéo-articulaire, on passe à l'autre examen, c'est l'examen neurologique. Alors, l'examen neurologique, c'est un examen sur lequel on doit s'arrêter un peu parce qu'on doit prendre le temps de le faire et de le faire avec patience. Première des choses, c'est une fois que l'enfant est chez vous, déjà, vous avez une idée de comment son état de conscience, c'est clair, il reste un enfant qui est bien, qui est conscient, tout va bien, ça c'est important de le préciser. Ensuite, on passe aux autres étapes de l'examen neurologique, qui sont la motricité, comment elle est, la sensibilité, comment elle est, et la coordination, comment elle est. Alors, pour la motricité, on va voir un petit peu comment est sa force musculaire, aussi bien au niveau du membre supérieur qu'au niveau du membre inférieur. En général, on leur demande de nous serrer fortement la main pour voir comment est leur force. Sinon, on leur demande de faire une résistance à un geste qu'on leur fait. D'ailleurs, on lui demande de nous contrer, de ne pas nous laisser nous pousser ça là, soit la main droite ou la main gauche. On fait pareil pour le membre inférieur. Ça, il faut avoir une idée sur la force musculaire. Après, on passe aux réflexes ostéotendineux qu'on doit chercher aussi bien sur le membre supérieur que le membre inférieur. C'est important pour voir comment ils sont, s'ils sont présents, s'ils sont absents, s'ils sont vifs, s'ils sont s'ils sont. Il faut absolument vérifier cela. Et puis, une fois qu'on a fini, on passe à la sensibilité, qui elle aussi, il y a deux types de sensibilité. Vous avez la sensibilité superficielle, qui est tactile, thermique et douloureuse, et la sensibilité profonde, qui est une seconde étape. Alors, rapidement, on lui touche. Alors, oui, c'est bon, donc c'est bien. On lui fait la sensibilité douloureuse, donc on le pince un petit peu pour voir s'il réagit, s'il a mal, ça veut dire que tout va bien. Et pour la sensibilité thermique, en général, on utilise quelque chose de chaud ou de froid et on le place sur les différents segments pour voir s'il ressent. S'il ressent tout ça, ça veut dire que tout se passe bien, que sa sensibilité superficielle est interne. Maintenant, pour la sensibilité profonde, c'est un peu plus délicat. On lui demandera, donc, chez un enfant qui est allongé, on va lui demander de fermer les yeux. On va un petit peu mobiliser son gros orteil. On va lui dire, voilà, ton orteil. Est-ce qu'il est vers le haut? Est-ce qu'il est vers le bas? Et il va vous dire si sa sensibilité est intacte. Il va vous dire que mon orteil est orienté vers le haut ou qu'il est orienté vers le bas. Ça veut dire qu'il a une sensibilité profonde qui est bien. Si vous avez un diapason, c'est encore mieux. C'est un peu et vous le mettez sur les saillies osseuses pour voir s'il ressent une vibration, s'il les ressent donc au niveau frontal, sur les saillies osseuses, ça veut dire que tout va bien sur le plan de la sensibilité. Maintenant, la coordination, je peux lui demander de faire des gestes, donc de faire le geste, donc de ramener le son vers son nez, ramener le son vers le nez, et ensuite, on lui demande de faire ça de façon symétrique et bilatérale. S'il le fait bien, c'est très bien. Maintenant, s'il dépasse la cible, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, il serait bien d'orienter l'enfant vers quelqu'un pour le voir sur le plan neurologique s'il y a un souci. Et bien sûr, on verra s'il a altitude, s'il y a un problème, s'il tombe, il ne tombe pas, pour avoir une idée sur sa coordination. Une fois qu'on a terminé tout cela, on doit également prendre le temps de voir comment est le développement psychomoteur de cet enfant. Est-ce que cet enfant est bien? Est-ce que cet enfant a acquis tout ce qu'il faut? Est-ce que cet enfant n'a aucun trouble? Et tout est... Je vais passer largement. Ça y est, c'est la fin. C'est fini. Donc, au terme de votre examen clinique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'un enfant d'âge scolaire, ses paramètres anthropométriques et les mentionner sur le carnet de parce que c'est le
Recording in progress. Faire suite à de la croissance et de la puberté chez l'enfant normal. Alors, on va l'ouvrir d'abord. Regarde. Adieu. Adieu. On marche dessus. Recording in progress. Et l'organisation ainsi que Madame Présidente, on a donné parmi les donc, il m'a été demandé de parler de la croissance et la puberté normale, scolaire, et sans trop tarder, donc, avant, je voudrais débuter par une petite question. D'après vous, quand il y a la croissance de l'enfant, comment vous en évaluez et pour pouvoir se tenir c'est-à-dire un grand et peut-être quelque chose, mais c'est écouté par rapport à ça. Nous avons de bien sûr, c'est-à-dire surveiller, évaluer cette croissance pour pouvoir faire un dépistage précoce de cette la croissance et la puberté. Comme on dit, c'est-à-dire dépistage précoce, on dit, c'est-à-dire un diagnostic et une prise en charge précoce. Certains pathologies qui peuvent se cacher derrière c'est la croissance et la puberté. Donc, pour évaluer la croissance et la c'est des outils qui sont disponibles et faciles à utiliser, notamment une bonne prise, c'est-à-dire des paramètres anthropométriques, utiliser les courbes de croissance, calculer la vitesse de croissance pour voir sa croissance. D'accord? C'est aussi d'évaluation. Pour un enfant, surveiller minimum de fois par an. Ça veut dire pas évaluer sur le plan croissance, taille, poids et alimentation. Donc, nous sommes ici les objectifs suivants par rapport à cette présentation. Donc, à la fin de cette présentation, c'est-à-dire vous sachiez sans correctement, c'est-à-dire les déterminants de paramètres. Donc, savoir établir un été croissance, savoir évaluer, c'est-à-dire avoir une idée sur la maturation sexuelle et se repérer par rapport à certaines pathologiques, situations pathologiques, c'est-à-dire qui sont liées à la croissance ou à une puberté interne. Et là, on va essayer d'écouter cette question en 3 étapes. Donc, la première étape, donc ça va être, on parlera de quelques repères sur l'évaluation de la croissance et la puberté de l'enfant. La deuxième étape va concerner évaluer cette croissance
Et la dernière, c'est une spatialisée pour ce qui est pathologique, c'est-à-dire quand on doit suspecter une croissance ou une puberté. Pour ce qui est de l'évaluation de la croissance, donc je vous ai dit qu'il suffit, c'est-à-dire d'utiliser des repères qui sont tout simples et disponibles, notamment, c'est-à-dire il faut savoir bien prendre, c'est-à-dire mesurer, baser à l'enfant, c'est-à-dire prendre sa taille, c'est-à-dire le poids, calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, et reporter ces paramètres, ce qu'on appelle les courbes de croissance. La courbe de croissance terrestre, c'est-à-dire le taux standard d'évaluation de la croissance de l'enfant, et de savoir bien sûr analyser et interpréter ces courbes de croissance. Et c'est-à-dire reporter tous ces paramètres, c'est-à-dire sur le carnet de santé, c'est-à-dire ce carnet de santé qui reste, c'est-à-dire l'outil fondamental, qui est l'évaluation de la croissance de l'enfant et de façon générale sur l'état de santé, comme l'a dit Madame l'identité de l'enfant, c'est son carnet de santé. Donc, nous commençons avec la première partie. Là, je parlerai de quelques repères fondamentaux en matière c'est-à-dire sur la croissance et la puberté. Et là, on va essayer de répondre à ces trois questions. Donc, quels sont les facteurs d'abord qui peuvent, c'est-à-dire conditionner la croissance de l'enfant? Donc, est-ce que vous avez une idée sur les différentes étapes de croissance de l'enfant et quel est l'âge moyen, d'après vous, c'est-à-dire l'âge physiologique de la puberté? Donc, pour ce qui est des facteurs de régulation, vous allez dire que le facteur génétique, c'est-à-dire le facteur le plus important, c'est bien que la taille expliquée en plus, dans 80% des cas par la génétique. Et là, même si ces facteurs n'interviennent pas directement sur la poids, c'est-à-dire la croissance, mais sur la taille finale, ça reste un facteur qui est très important. Donc, on sait bien, par exemple, les Américains ont une taille qui est très grande, les Asiatiques sont plus petits, les hommes, ils sont plus grands par rapport aux filles. Il y en a même certaines maladies génétiques qui peuvent déterminer la croissance de l'enfant, notamment, par exemple, dans certains comme le syndrome de Turner, les enfants qui sont petits, on les reçoit, je veux dire, parce que leur petite taille. L'environnement également, ça reste un facteur très important et ça commence déjà antinatal. Déjà, la question du milieu surtout placentaire, c'est-à-dire quand il y a les mamans qui vomissent ou qui ne mangent pas bien, c'est-à-dire il y a un remboursement sur leurs enfants, les enfants à la naissance, ils naissent avec un petit poids, avec après un remboursement sur la taille par la suite. Et également, on a, c'est-à-dire le milieu, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive entre, c'est-à-dire le milieu, le niveau socio-économique et l'état de santé de l'enfant. Également, son foyer, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pardon, marche arrière. Pardon. Ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire savoir également que ce qu'on appelle le milieu psycho-affectif, c'est-à-dire très important. C'est-à-dire quand il y a des cas de maltraitance, des conflits familiaux, ça peut repartir sur l'état de santé de l'enfant. Et on a eu des cas de ce qu'on appelle une analyse psycho-affective. Ça reste quand même rare, mais oui, on sait si vous êtes dans une situation pareille. Et également, on a ce qu'on appelle les hormones principalement la croissance et les autres hormones. Principalement en nous passant les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles. Et on a également l'os qui on considère comme étant une cellule réceptrice ou peur à l'enfant qui est malade. Donc, on va essayer de, bon, pour ce qui est des étapes de la croissance, c'est bien qu'il y a déjà deux groupes d'étapes. On a trois phases postnatales, nous avons la phase sang et la phase pubertaire et pubertaire. Il faut savoir que la cinétique de croissance n'est pas la même. Hein. C'est des de phases. Donc, à la naissance, déjà, on a cette phase qui est vraiment accélérée, puis cette phase qui est très accélérée. Puis, on a pratiquement c'est-à-dire une phase qui est, on peut dire qu'elle est plus ou moins stable, ralentie par rapport c'est-à-dire chez l'enfant pubère.
Puis on a, c'est-à-dire, il y aura une réaccélération par la suite à la puberté. Donc, et là, ça va se faire. Mais c'est automatique, il va. Et ça, il passe systématiquement. Non, je fais une chose. Bon, c'est pas, je peux. Donc, et là, nous venons à par rapport à la physiologie de la puberté, la prévue, quelle serait le ici qui va nous dire, qui va apparaître. Caractère sexuel secondaire qui va apparaître. Pourquoi la puberté et la donc, il faut savoir que, c'est-à-dire, donc, pour dire que le garçon avant sa puberté, c'est bien, c'est-à-dire que la vague, c'est bien. L'intérêt de bien évaluer les volontés parce que la paix pour les filles, c'est bien, c'est plutôt le développement avant sa puberté, avant sa puberté, et là, c'est celui de la puberté, je pense que, donc là, la physiologie est à peu près de 11 ans chez le garçon et 12 ans chez le garçon avec des seins qui devront être dans cette façon pour le garçon, elle doit être de 9 ans à 14 ans chez le garçon. C'est-à-dire avant 8 ans, c'est-à-dire puberté précoce chez les filles et après 13 ans, si on n'a pas de puberté. Et chez les garçons, c'est-à-dire qu'il y a un autre pubertaire pour si les garçons viennent sa puberté et le garçon pubertaire à partir de l'âge de 14. La deuxième partie va concerner l'évaluation de la croissance. Et là, on va essayer également de répondre à ces trois questions. C'est-à-dire évaluer la croissance de façon globale, de façon générale. Puis après, donc là, on va parler de la puberté et on verra également évaluer la puberté. L'évaluation de la croissance, c'est facile, donc les paramètres contributifs. Ce qu'on appelle les indicateurs de la croissance. Le principal indicateur, c'est bien la taille. Donc, je vous rappelle que la taille résultante de l'enfant d'âge scolaire, c'est un paramètre d'influence. Et là, donc, il va soit déchaussé, c'est-à-dire sans chaussures. Il faut qu'il soit bien tendu, c'est-à-dire les pieds joints, comme vous voyez ici sur cette vue-là, qu'ils soient bien collés au mur voisin, un petit peu surélevé. Et là, je pense que l'idée qui va montrer comment on peut prendre la taille d'un enfant de façon correcte. Et on peut prendre la taille par son bras, et c'est vraiment comme ça. Essayer de faire trois combinaisons, pas se dire la moyenne, et ne pas se tromper de la taille, parce que ça doit 15 cm, ça change pas mal de temps. Là, il se passe au milieu. Un regard droit, c'est-à-dire du menton un peu surélevé. Comme ça, il faut qu'il soit bien droit, c'est-à-dire les pieds joints collés. Oui, ça suffit. Il faut avoir du matériel adapté. Parce que ça veut pas tout ça, c'est énorme. C'est possible la taille de façon correcte. Et là, on prend trois mesures pour avoir, c'est-à-dire une moyenne fiable de ce qu'il a. Et là, ce qui est rouge, je ne pense pas à la taille. Et puis, il faudra reporter, c'est-à-dire sur la croissance, on va voir ça par le site en détail. Là, on a des courbes OMS pour évaluer la croissance. Donc, pour le principe facile, il faut avoir une personne bien tablée
Et puis, il faut toujours évaluer le poids de l'enfant par rapport à cette trajectoire, d'inquiéter les pas seuls. Là, on pourra faire ça, on calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc, l'indice de masse corporelle qui se calcule sur une formule suivante. Sur la taille, mètre au carré. Donc, on calcule l'indice de masse corporelle sur les bases de et l'obésité et la qualification d'une façon précoce. Parlons sur les groupes. Donc, ce qui est, donc, après avoir bien sûr mesuré les différents paramètres, il faudra de croissance, il faut savoir de croissance existante dans la santé, comme a été déjà d'ailleurs en des enfants observés. Et là, donc, et là, c'est des groupes qui sont sexués, c'est-à-dire qu'on a des groupes filles, garçons. Par exemple, là, donc, vous voyez, on peut moins de plus de déviation standard. Je ne peux pas. Voilà. Et là, on vient super. Donc, on a même des groupes et on a des groupes même pour les grands, c'est-à-dire pour les garçons et les filles. Et vous connaissez les normes. Vous avez une idée. Je viens de vous dire que les autres études ont 22 et plus de déviations fondamentales. Ils sont exprimés de déviations fondamentales. Le troisième et le 27e percentile sur les groupes sont exprimés en percentile. D'accord. La même chose pour la liste de l'action. Donc, la courbe, est-ce que on a l'évaluation de et là, on dit, OMS, c'est un dynamique partenariat quand même. Et là, c'était fait par et on a une donc, on fait comme ça. Donc là, elle est la différence, c'est les femmes c'est-à-dire que c'est pas c'est-à-dire ça. Et vous voyez, c'est-à-dire stabilité, avoir des sur le territoire de temps. Si je vous donne un vous voyez ici, c'est pour qu'est-ce qu'on en pensait? Bon, là, la patient, on peut dire dans le bas, elle a un million. La courbe, elle est régulière. La même situation. Par contre, cette courbe-là, vous voyez, donc là, c'était à la 300 normales. Et là, on peut dire qu'il y a une réfléchissement. C'est une situation inquiétante. Voyez l'intérêt de ce groupe et par rapport et bien sûr, à sens de calculer comme un fait et le mot qui est donc, calculer la lettre et la calculer. Les trois vous la calculer, on peut calculer d'accord, c'est-à-dire la constante de d'accord. Et il y a une question inhabituelle. Et on aura un centimètre de d'accord.
Et ça va. Et l'autre société également, et deux directions sont là. Et là, je me dis, donc voilà, donc avec 25 pour un c'est facile. D'accord. Comme ça, d'accord. Donc, vous allez pouvoir donc, il faut juste, c'est-à-dire, chercher le poids, chercher la taille et la c'est-à-dire, essayer de tracer une intersection. Vous aurez par la suite, le point qui est en rouge, c'est la taille. Et on peut dire qu'il est ce qui est normal. C'est-à-dire, il est OK. Pour le deuxième patient, c'est pratiquement la même chose. Il sort et il sort de la il est petit. Et par rapport à ce poids, voilà, il est normal. Il a un corps normal, mais donc c'est il faut tout appliquer le poids. Et là, c'est bon. Et ça, c'est un calcul de la défense corporelle pourra donc, c'est pas de d'accord. Et si vous avez un innovation, mais l'indice de l'instant. Et là, un enfant petit qui est obèse, donc il faut penser en donc 15. C'est bon. Et d'après vous, pourquoi il est important d'évaluer l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire d'évaluer la proportion de l'enfant? Donc, en calculant et en interprétant l'indice de masse corporelle, on pourra avoir une vision, c'est-à-dire holistique globale sur la partie de l'enfant. Et là, on aura un stade parfois de certaines capacités. Donc, vous connaissez bien les rebords d'obésité. Donc, on a déjà un élément c'est-à-dire que son organisme, c'est l'enfant s'est et puis il y aura un deuxième rebond, c'est-à-dire un deuxième. Là, c'est un rebond qui fait et pour éviter d'un rebond qui c'est-à-dire c'est-à-dire obésité physique, c'est-à-dire un facteur critique de l'obésité de la vie de bienvenue pour le corps. Et puis, alors, à ce qu'on appelle l'impact sanitaire. Et voilà, c'est le fameux pouvoir. Donc, je vous ai dit que la taille est donc dans les cas de mobilité. Et là, il est très important, c'est-à-dire de comparer la taille de c'est-à-dire de situer dans le pouvoir de taille cible. Comment on pourra calculer la taille cible? Donc, c'est facile, la taille cible est très bien se calculer sur la forme. Donc, par exemple, pour un ici, on fait la c'est-à-dire la taille supérieure, la taille de la Terre sur 2, et c'est-à-dire c'est un petit et là, c'est-à-dire mais là, le taille supérieure, c'est-à-dire la supérieure, donc, c'est la taille supérieure,
8,5 cm, calculé inférieur. Et là, c'est des références. 8,5 cm, ça correspond à une déviation unique. D'accord? Généralement, polaire, je veux dire pour dire que fond et c'est-à-dire donc, il y a une déviation de la taille citadine. C'est-à-dire, c'est loin d'une déviation de sa taille citadine, il est à l'explosion. C'est pas politique. Donc, je vous donne l'exemple ici. Donc, taille, il est 61 cm. Calculer la ligne intérieure. 62 cm. Par exemple, pour la ligne supérieure, la même chose. On aura une taille de 179,5 cm. Je donne un exemple. Par exemple, si il est là. C'est aussi ça veut dire ça du taille familiale, il va après sa taille civile. D'accord? Je veux dire qu'il est normal. Il est là. Dépasser là, ça taille familiale. Et je donne un exemple. Voilà. Il faudra que la publique se trouve. D'accord. Toujours comparer, donc on va. Et là, quelle est arrivons à l'évaluation de la maturation intellectuelle, s'appelle la MT, c'est une base de condition en demandant qu'il a vu. D'accord. C'est-à-dire, il y aura, c'est-à-dire, c'est la puberté, et puis bien sûr, et on parle du terme donc, c'est ça que la croissance pubertaire, donc, est une accélération de la et de la quand on est marché, il a dit, par contre, de côté, et dans la puberté, et généralement, pendant cette période, les garçons très ils sont même pas dans le c'est sans donc test des accélérés pour cette et la personne de superficialité des hormones de sexualité. Donc, si on regarde les séquences cliniques de développement pubertaire chez le garçon, donc je vous dis que c'est l'automatique du qui va être une commission qui va dire sans démarrer sa puberté, puis il y aura d'autres notamment la pilosité pubienne, la verge, la pilosité axillaire, et la poitrine, la barre. Pour la fille, donc c'est le premier signe, là on parle de TLH, puis après il y aura l'apparition des autres signes. Ben voilà, l'accélération de la vitesse de croissance qui va se faire rapidement, donc l'apparition de la pilosité pubienne et le TLH vers l'avant. Et pour évaluer le développement pubertaire, donc, se base sur ce qu'on appelle la classification de Tanner. La classification de Tanner, vous la connaissez tous, je pense. Donc, c'est une classification, donc on peut décrire 5 stades. Donc, pour ce qui est du développement mammaire, on peut décrire 5 stades. On a le S1, le S1 jusqu'à S5. Il faut savoir que le S0 n'existe pas. S0 n'existe pas. Plutôt, on a le S1, c'est-à-dire c'est un stade pubertaire
c'est-à-dire aucun des mouvements mammaires n'est présent. Et après, il y aura l'apparition, c'est-à-dire d'un mouvement mammaire S2, puis, c'est-à-dire le sein qui devient bien saillant. Là, c'est l'apparition. Également, pour le garçon, on utilise le lieu de S, et là, on également il y aura un volume de type adulte. Il faut savoir qu'il y a une astrocorrélation entre ce qu'on appelle la puberté, l'accélération de la croissance et la maturité. Et la puberté, il va se faire une quasi biologique. D'accord. Et puis, on va, c'est-à-dire par la fin de la croissance, la figure donc, des cartilages, et donc, il va se faire l'effet de muscle. Il a un celle dont il a fait, et le garçon. Et là, on passe à la première partie, pour ce qui est de l'aspect pathologique. L'aspect pathologique, c'est-à-dire quand on doit s'inquiéter par rapport à la croissance et la puberté. Et là, juste quelques situations posologiques qui peuvent nous inquiéter. C'est-à-dire, la première situation, si vous êtes devant une petite taille, c'est une c'est-à-dire situation statistique. Si on est petit, je montre ici, donc c'est anormal. C'est-à-dire une taille pareille, moins d'énorme, c'est-à-dire on là, c'est une situation qui mérite, c'est-à-dire une investigation. C'est-à-dire adresser l'éducation chez les spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a l'habitude, c'est-à-dire pouvoir les patients en croissance. La deuxième situation, pas forcément petit, mais là, il y a quand même c'est-à-dire une croissance hyperrégulière et conservation totale. Et là, c'est une situation qui mérite d'être, c'est-à-dire investiguée. Et là, n'hésitez pas également. Donc, d'envoyer une personne chez un expert et voyez l'intérêt de tracer cette courbe de croissance et de, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire une idée sur la trajectoire et la cinétique de la courbe. La troisième situation, pas forcément qu'on est petit, mais qu'on est loin, on va ici, et là, c'est une situation également qui mérite une investigation. Donc, n'hésitez pas à travailler à la vie ou à une patient chez un expert pour prendre une exploration plus approfondie. Donc, au niveau de la pathologie pubertaire, là également, trois situations qui méritent d'être, c'est-à-dire citées. Notamment, c'est une de c'est-à-dire puberté précoce, c'est-à-dire personne du caractère sexuel chez une fille à 8 ans, c'est-à-dire chez le garçon à l'autre mois. Une avance pubertaire, également, c'est peut-être une période il faut faire attention dans les cas de puberté avancée évolutive. Et là, c'est-à-dire qu'il faudra faire, c'est-à-dire une investigation. C'est-à-dire là, si on est devant la personne sexuelle chez une fille avant, un garçon avant, c'est vrai, devant, c'est-à-dire une puberté qui ne démarre pas. C'est-à-dire, donc, une fille ne démarre pas, une puberté un garçon plus tard. Et là, n'hésitez pas également à demander l'avis de l'expert. Et là, je vous montre un cas d'une puberté précoce chez les filles. Vous voyez, donc, on peut, c'est-à-dire, faire le diagnostic juste c'est-à-dire, en analysant sa courbe de croissance. Vous voyez, cette accélération de la vitesse de croissance qui nous auront, c'est-à-dire, faire, c'est-à-dire, si je vais fixer à la base, une puberté précoce sans femme. Également, ce garçon qui avait, c'est-à-dire, une imprégnation de ses organes. Et là, c'était à la base une tumeur moléculaire. En conclusion, donc, je dirais que la surveillance donc, de la croissance de l'enfant reste une étape très importante. C'est-à-dire qu'il faut faire attention par rapport à certaines pathologies qui peuvent se cacher derrière cette croissance de puberté. Il y a l'intérêt de bien surveiller, c'est-à-dire analyser ces courbes de croissance et demander
Et puis, c'est-à-dire, on essaie de la externalisation. Parce qu'elle fait d'abord, sans régler les problèmes techniques, c'est un problème. Voilà. On va passer à la PCAP. Parce qu'il y a un souci de règlement sans pas afin de régler le problème de son. On met Le pointeur. le pointeur oui, c'est ça, avec la clé SPTO. C'est juste. Après, hein. Oh, oui, tiene place. Tiene place. On va faire une discussion sur la fin d'accès. Parce que Oui, le temps, c'est il y pas a bien. un souci avec le il y a un souci avec le son. Il faut régler. On va régler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, c'est fait. Alors, s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème de son, donc nos collègues qui sont en ligne ne pourront pas prendre le fil. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été fait jusque-là, alors s'il vous plaît, un mot d'ordre. Un mot d'ordre. On n'est pas là pour parler des problèmes de logistique de la santé scolaire. On les connaît tous. La direction les connaît. C'est pas l'objectif aujourd'hui, ni des sessions qui ont été faites. Les sessions qui ont été faites, c'est vraiment de parler de compétences scientifiques et de formation scientifique. Donc, si vous avez des questions précises par rapport à ce qui a été dit jusque-là, donc on vous écoute. Oui, Madame Le Hachi. Alors, professeur Le Hachi, elle est chef de service de cardiologie à Blida et qui est membre aussi du comité de la santé scolaire. Il n'y a pas de micro-baladeur? Pas de micro-baladeur? On peut? Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la Présidente. Une question que ici les membres de cette table se posent par rapport à l'utilisation des courbes de croissance. Alors, ils voudraient avoir une courbe standard, d'accord, pratique, c'est-à-dire qu'ils le retiendront à vie. Voilà. Voilà. Il y a des courbes. Si vous permettez, merci pour la question. Il y a maintenant, actuellement, sur le nouveau calendrier, excusez-moi, carnet de santé, il y a les courbes de l'OMS. C'est les courbes avec lesquelles tous nos collègues endocrinopédiatres évaluent la croissance et travaillent. C'est pour ça que nous, quand on avait rédigé le carnet de santé, on avait mis ces courbes. Maintenant, les courbes sont les mêmes pour tous les Algériens. C'est les courbes de l'OMS de 0 à 18 ans. Alors, vous avez plusieurs âges, hein, vous avez de 0,5 ans, 2, mais vous avez les courbes poids, taille, IMC, 0, 18 ans ou 1, 18 ans, quelque chose de 1, 18 ans, de 1 an à 18 ans.
pour mieux comprendre l'utilisation de ces. Dans ma présentation? Oui. Oui, reprends l'exemple, comment l'utiliser. Oui, oui. Alors, juste pour la parenthèse des courbes, les courbes de croissance, l'idéal de l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir des courbes de population, de référence du pays. Ça, vous allez le trouver dans le monde entier. Même dans les pays en voie de développement, ils ont leur courbe de croissance. D'accord? On ne peut pas prendre un enfant, le comparer sur une courbe de population d'un autre pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous comprenez ce qu'elle vous a présenté, Madame Khera, la croissance, elle dépend de facteurs. Elle dépend de facteurs nutritionnels. Elle dépend, d'accord, d'environnement. Beaucoup de choses qui dépendent du pays. C'est juste, la question, elle est vraiment justifiée. Mais le gros problème, nous, comme on n'a pas nos courbes de population de référence, il fallait prendre, on n'arrivait même pas dans des hôpitaux différents à comparer nos travaux. Parce que chacun prenait une courbe. D'accord? Et l'OMS, elle s'est retrouvée dans une situation où beaucoup de pays n'avaient pas de courbe de référence de population et ils se sont proposés de mettre des courbes, mais on va les appeler juste pour vous mettre dans, c'est ce qu'on appelle des courbes gold standard. Gold. Vraiment, c'est pas de pays, c'est des gold. Ça veut dire comment un enfant doit grandir. Et donc, vous allez peut-être être confronté à trouver beaucoup d'enfants en dessous de ces courbes sans qu'ils ne soient malades. Est-ce que vous comprenez juste? Mais on n'a pas le choix pour le moment. C'est les courbes de l'OMS, d'accord? Et je préfère l'explorer par excès et qu'il passe à un spécialiste par excès. Ensuite, nous, autant qu'endocrinopédiatres, on va juger celui qui va vraiment nécessiter l'exploration, par exemple. Je parle de l'exploration endocrinienne, mais il y a beaucoup de retard statural. C'est pas uniquement l'endocrino, il y a beaucoup de pathologies, mais qui soient référées après à un pédiatre. Et Madame Khera, elle va vous dire exactement comment utiliser cette courbe. C'est très simple. Il suffit de le faire une fois, 2 fois, c'est bon. On lui donne un exemple au professeur Khera. Un enfant. Attends. En rouge. Ce qui est en rouge. Voilà, vous voyez? Donc, il faut chercher, c'est-à-dire sur la courbe, l'âge de l'enfant, puis sa taille. Et essayer de tracer une intersection qui va réunir les deux paramètres, puis après, vous aurez ce qui est en rouge, c'est le point, c'est-à-dire qu'il est, puis après, le localiser par rapport aux normes. Vous voyez les normes? Donc, je vous ai dit que les normes se situent entre -2 plus 2 déviations standard. D'accord. Il est à -1. Donc, il reste dans les normes. Vous avez compris? Alors, ce que vous voyez ici, c'est Les âges, l'âge. ce que vous avez en ordonnée, c'est la taille. D'accord? Là, par exemple, Madame Khera, elle a pris un âge de Un âge de 8 ans. Voilà, ou la 9 On ans. cherche le 8 ans. 8 ans, voilà. C'est un enfant qui est âgé de 8 ans. C'est des courbes en fonction du sexe et de l'âge. Vous prenez un enfant âgé de 8 ans, il a une sa taille. taille, par exemple, bon, j'arrête. Voilà. Et vous le placez. Même chose. Très bien, voilà. Très bien, donc tu peux montrer directement. C'est clair? C'est clair dans... Très bien. Voilà. La taille et le poids, et vous mettez votre poids. On met le point qui correspond, puis après, on l'interprète en fonction des normes. D'accord? C'est-à-dire, en prenant en considération le -2, c'est-à-dire les deux extrêmes. Le -2 et le +2 des déviations standards. Le -2 et le +2. Voilà. Le -2, il est là. Et le +2, il est là. C'est les extrêmes des normes. D'accord? Et un enfant normal reste dans les normes. Elle est là. Un enfant normal, il doit être entre -2 et +2. Ça, c'est un enfant normal.
il dépasse plus 2, il n'est pas normal. Il est moins 2, il n'est pas normal. D'accord? Par contre, pour le deuxième cas, il était là quand même, il est là. Il sort de la courbe, il sort des normes. Donc, il a une petite taille, il est petit, il est à peu près à moins 2,2 déviation standard. D'autres questions? Oui. On va s'arrêter à cette question juste pour que vous preniez votre café, on reprend. Bonjour. C'est en ce qui concerne, vous avez parlé tout à l'heure de la supplémentation en vitamine D. Oui. Donc, vous avez parlé de la supplémentation en vitamine D. D'habitude, on nous disait que l'enfant devait prendre au moins 2 ampoules de vitamine D jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est ça. Donc, on lui donne une à l'âge de 1 mois et l'autre à l'âge de 6 mois. Donc, les deux, elles sont obligatoires. Ce qu'on rajoute, c'est juste parce qu'il y a certaines mamans qui sont pressées de voir leur enfant grandir. Il y a certaines mamans qui insistent pour qu'on rajoute. Il y a certains médecins. Maintenant, non, oui. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la supplémentation en vitamine D. Chaque année, on va lui donner une ampoule de vitamine D de 100 000 unités. Et on va la commencer quand? On va le faire maintenant. Oui, regardez. Nous, la supplémentation, et c'est une nouveauté, c'est pour ça que je vous l'ai mise. Ce que nous avons toujours fait, nous, avant, rappelez-vous, on avait la supplémentation en vitamine D 1 mois, 6 mois, 12 et 18. Ensuite, on s'est dit que notre pays, c'est quand même, si vous permettez, s'il vous plaît. Ensuite, on s'est dit que nous, quand même, on a un pays ensoleillé et ça sert à rien de donner de la vitamine D aux enfants à l'âge de 12 mois et de 18 mois. Suite à cela, il y a eu beaucoup d'études sur le plan national, études sur l'évaluation de la vitamine D chez l'enfant algérien. Le moins de 5 ans et le plus de 5 ans. Et on avait retrouvé quand même que, pourquoi? Parce que l'enfant ne sort plus maintenant. C'est fini, les enfants, ils sont devant les écrans, ils sortent plus. Et donc, on a quand même. Donc, maintenant, depuis l'année dernière, nous revenons à l'ancien schéma. 1 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Mais là, c'est pas du tout votre problème en tant que santé scolaire. La 100 000 unités, on est en train de la fabriquer. Elle sortira bientôt. Mais vous pouvez la 200 000 la mettre en 2. C'est rapide, c'est rien du tout. Moi, c'est ce que nous faisons. Par contre, la nouveauté également, et là, je voulais sensibiliser les médecins de santé scolaire là-dessus, c'est qu'à partir de l'âge de 2 ans, et vous allez le voir à l'école à partir de 5 ans, il faut les sensibiliser, recommander qu'à partir du début d'hiver, ils prennent une ampoule à 100 000 unités. Pour 2 raisons. La demi de 100 000, ou on l'aura bientôt la 100 000, hein. La 100 000, ça y est, elle est fabriquée. Et donc, il faut les mettre. Vous leur dites, c'est une recommandation. Vous connaissez l'information. Vous arrivez à l'examen systématique, à votre visite systématique. N'oubliez pas de prendre l'hiver. Ça permet de choses. Ça permet de remonter un peu la vitamine D en hiver et tout, il n'y a pas de soleil. Mais vous savez que la vitamine D, c'est pas du tout l'objet de notre réunion aujourd'hui. Elle est quand même intéressante dans la prévention dans les infections virales. C'est pour ça que c'est important de rajouter une ampoule de 100 000 unités. Elle n'a pas encore. Elle est dans le carnet de santé. Elle est dans le carnet. Quand vous arriverez dans 3 ans, vous allez avoir les enfants avec ce nouveau carnet de santé et vous l'aurez. Voilà. Alors, il faut savoir, dans la santé publique, les recommandations changent. Et on change sur quoi? On change sur des évaluations, sur des travaux, sur des résultats. Et quand on voit que dans la population algérienne, que ce soit pédiatrique, que ce soit adulte, il y a une baisse de la vitamine D, c'est tout à fait normal que les recommandations vont changer en fonction de la situation. D'accord? Madame Le Hachi, alors on va s'arrêter là. Juste un petit, s'il vous plaît, juste un petit commentaire par rapport à la puberté précoce, que la consoeur a parlé de la puberté précoce, qui est définie inférieure à 8 ans. Moi, je croyais que c'était inférieur à 9 ans. Alors, juste pour vous dire, c'est très important de le noter sur le carnet de santé de la fille, parce que actuellement, et c'est des données bien démontrées, que la puberté précoce est un facteur de risque cardiovasculaire chez la femme. Donc, les femmes ont tendance à oublier ça quand elles arriveront à un âge adulte. Donc, il faut le mentionner. Donc,
il faut le mentionner. Précoce, quelle que soit la fille qui a ses règles avant l'âge de 8 ans, l'âge de 9 ans, ce paramètre, ça prédispose à une maladie cardiovasculaire plus tard. La fluctuation hormonale fait qu'il y a de l'athérosclérose qui s'installe précocement. Merci beaucoup, Madame Le Hachi. On va faire notre pause et on revient et on va revenir sur le débat. 10 minutes, s'il vous plaît. Nous, on commence avec ou sans vous? On va commencer.